Ce qui émerge aujourd'hui, c'est de parler de neuroatypie et de comment je vis la mienne. D'abord, j'ai envie de commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la neuroatypie. Ça désigne un fonctionnement cognitif et psychologique qui diffère de la norme. Donc c'est une grande famille dans laquelle on retrouve l'autisme, le TDAH, qui veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, la constellation des 10, avec par exemple la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Le HPI, au potentiel intellectuel, et toute autre différence neurologique. La grande majorité des personnes neuroatypiques ont comme plus petit dénominateur commun d'avoir été perçues comme différentes et d'avoir été jugées pour ça, d'avoir été considérées comme bizarres, d'avoir fait face à des réactions d'incompréhension, de jugement et de rejet. Et aussi d'avoir dû mettre en place une quantité considérable d'efforts et de stratégies pour masquer leurs différences, pour pouvoir être acceptées. Ce qui coûte énormément d'énergie et ce qui fait vivre énormément de solitude. Neuroatypie, c'est un mot plus ajusté que de dire normal ou anormal. Être neuroatypique, ça ne veut pas forcément dire qu'on est mieux ou moins bien, juste qu'on a des capacités cérébrales différentes. Et souvent, malheureusement, les personnes neuroatypiques sont stigmatisées et nos différences vont être considérées comme des anomalies. Et plus le fonctionnement naturel de la personne neuroatypique s'éloigne de ce qui est considéré comme la norme, et plus il est vu comme un défaut. Donc ça peut se ressentir très tôt dans le parcours scolaire et aussi après dans le monde du travail, le monde de l'entreprise classique, dans plein de situations relationnelles. Voilà, c'est vraiment étendu à toutes les sphères de la vie d'une personne en fait, puisque on ne peut pas enlever la neuroatypie de quelqu'un en fait. C'est inné et c'est pas une maladie parce que ça ne se guérit pas, c'est juste un fonctionnement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme neurodiversité. C'est la reconnaissance qu'il existe plusieurs modes de fonctionnement, chacun avec ses difficultés et ses joies, ses points forts et ses points faibles. Et parler de neurodiversité, c'est contribuer à faire reconnaître et accepter ces différences, à les normaliser. La variabilité neurologique de l'espèce humaine, c'est une richesse extraordinaire, et pour moi, elle doit pouvoir s'exprimer librement. Et la neuroatypie est beaucoup plus courante que ce qu'on croit, elle concerne 1 personne sur 4. Donc je vais parler d'autisme et de HP parce que je suis concernée. Et déjà, j'ai envie de préciser pourquoi je vais dire le terme autisme et pas Asperger, comme on peut voir beaucoup. En fait, Hans Asperger, c'était un psychiatre qui a vécu pendant le régime nazi et il est accusé en fait d'avoir fait le tri entre les personnes autistes considérées comme récupérables parce qu'elles ont un QI élevé, parce qu'elles ont des capacités utiles, et les autres personnes autistes, elles qui servaient à rien et qui étaient bonnes pour la déportation. Pour moi, c'est important de supprimer ce terme à cause du contexte déjà et aussi parce qu'il ne couvre aucune réalité objective. Et aujourd'hui, on parle plutôt de TSA, donc trouble du spectre autistique. La notion de spectre, elle est à la fois plus précise et plus vaste pour permettre aux différentes sensibilités d'exister. L'autisme, c'est pas une ligne avec un plus et un moins d'un côté, c'est plutôt comme un graphique en toile d'araignée en fait. Il y a différentes sphères et chaque sphère va être plus ou moins présente, plus ou moins développée et il y a beaucoup de variabilité d'une personne à l'autre. Et de dire TSA ou de dire autisme, ça permet de prendre en compte l'évolutivité des personnes. Il y a 4 traits autistiques de base avec une variation d'expression large. Il y a les troubles sensoriels, les difficultés sociales et de communication, la rigidité mentale et le besoin de routine, et les intérêts spécifiques. Et mettre des mots sur tout ça, ça permet de nommer les difficultés et aussi d'avoir des stratégies de soutien. Et ça, c'est très important. À la fois reconnaître les difficultés et à la fois pouvoir avoir des solutions pour se soutenir, pour se faire du bien, pour arriver à mieux s'en sortir dans la vie. J'ai envie de témoigner pour pouvoir soutenir d'autres personnes qui se reconnaissent là-dedans et les personnes qui sont intéressées par ce sujet, et aussi pour déconstruire les stéréotypes dont on est bombardé sur l'autisme, notamment avec le biais de l'éducation genrée qui fait qu'on va attendre certaines choses des petits garçons versus certaines choses des petites filles. Et ça fait que les petites filles neuroatypiques passent beaucoup plus inaperçues parce qu'on attend d'une petite fille qu'elle soit sage, discrète, gentille, et du coup, il va y avoir beaucoup plus de tendance à ce qu'on appelle le masking, le fait de masquer tous ces traits autistiques.
et aussi tous ces traits neuroatypiques, quelle que soit la neuroatypie qui nous constitue, sachant qu'on peut en mélanger plusieurs, hein. Et on voit dans les médias une image unique de ce que c'est un autiste. 90% du temps, c'est un homme qui est un petit génie qui adore les maths et les trains. Alors oui, ça existe et c'est valide, et en même temps, ça n'est pas que ça, vraiment pas. Et encore maintenant, il y a des psychiatres qui sont persuadés que l'autisme n'existe que chez les hommes, ce qui est, selon moi, très dangereux, parce que ça fait que beaucoup de personnes étiquetées petites filles et femmes plus tard, et genrées et éduquées avec tout le poids des attentes associées à ce genre, vont passer sous le radar et vont ne jamais bénéficier de soutien dont elles auraient besoin. Moi, je vais vous partager ce que je vis et c'est important de savoir que ça m'est propre et que ça ne veut pas dire que toutes les personnes autistes et HP sont comme ça. C'est juste pour vous donner des exemples de comment ça se traduit dans ma vie. Parce qu'en plus, souvent, c'est invisible. Ça ne se voit pas, ce sont des choses très intérieures et qu'en plus, j'ai énormément appris à masquer. Donc ça a été tout un travail pour moi de déconstruction et de reconnexion avec moi-même. Travail à la fois très bouleversant et en même temps très soulageant, parce que c'est comme rassembler des pièces d'un puzzle qui était complètement en bordel. Et là, d'un coup, tout peut se relier, tout peut être ensemble, et ça fait sens, et ça éclaire tellement de choses de toute ma vie, ça fait beaucoup de bien. Donc j'ai envie de montrer à travers mon témoignage qu'il y a des racines communes, comme les racines d'un arbre, et qu'il y a des branches d'expression très diversifiées. Donc je vais vous partager là où elle s'exprime dans ma vie, sans ordre particulier, hein, juste comme ça, comme c'est venu, parce que j'ai pris des notes. Donc pour commencer, j'ai une hypersensibilité aux détails. Je vais voir tous les petits détails que les autres ne vont pas forcément voir. Je compte plus le nombre de fois où c'est arrivé et où on me l'a fait remarquer, que ce soit dans l'environnement ou sur une personne ou ses vêtements ou quoi que ce soit, partout, tout le temps. J'ai une hypersensibilité sensorielle au bruit, à la lumière, aux odeurs. Du coup, j'ai un grand besoin de calme et de silence. Le casque anti-bruit, les écouteurs réducteurs de bruit, c'est mes amis. Et un grand besoin de solitude, parce que je me sens vite hyper saturée sensoriellement. Cette hypersensibilité, elle est à deux faces, un peu comme les deux faces d'une même pièce. À la fois, il y a des textures, des bruits, des odeurs, des lumières, voilà, plein de choses qui vont être très douloureuses pour moi, que j'arrive plus ou moins à encaisser, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris à encaisser, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et à l'inverse, quand les stimulations sensorielles me font du bien, c'est vraiment le feu d'artifice à l'intérieur. Ça me détend, ça me nourrit, ça me met en joie, c'est vraiment hyper intense dans les deux sens. Et j'ai envie de donner un exemple avec l'effet de joie, de plaisir et de nourrissement intense que me procurent les couleurs. Ça nourrit vraiment mon besoin de beauté, c'est hyper intense. Et les gens qui me connaissent savent que j'adore m'habiller très coloré depuis toujours. Et j'adore assortir les couleurs entre elles. Et chez moi, pareil, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que les couleurs soient en harmonie les unes avec les autres. Et ça va vraiment très vite me nourrir visuellement et me faire du bien et me détendre intérieurement. Le syndrome de la mauvaise planète, ça c'est très important. C'est quelque chose qui, je l'ai observé, est un point commun à énormément de personnes neuroatypiques. C'est vraiment le sentiment de « mais qu'est-ce que je fous ici ?» Je me sens décalée, je me sens extraterrestre. J'ai l'impression que tout le monde a le mode d'emploi et pas moi. J'ai l'impression que je suis la seule à galérer. Récemment, une amie autiste avec qui on échange beaucoup à ce sujet me disait « Ah, ça fait du bien de trouver une autre extraterrestre comme soi. » Je suis pas bien dans la foule et dans les transports en commun. Ça veut pas dire que j'y arrive pas, mais ça demande des adaptations et aussi des temps de rechargement rapidement. Du coup, j'ai une grande fatigabilité. J'ai du mal à regarder quelqu'un dans les yeux. J'ai l'impression de recevoir beaucoup trop d'infos d'un coup et ça me déconcentre, ça m'envahit et j'ai presque la sensation de tomber dans les yeux de la personne. C'est très vertigineux. Et ça me le fait depuis toujours, mais depuis toute petite, j'ai appris à regarder au milieu du nez ou alors à faire des allers-retours et à pas rester trop longtemps dans les yeux. Je me souviens, c'est mon père qui m'avait appris ça, à regarder au milieu du nez. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vivaient aussi et qui m'a appris pour pallier
aux difficultés autistiques alors que lui-même ne savait pas qu'il l'était. Et il l'a appris très tard dans sa vie, pas si longtemps avant son décès, grâce à une psychologue, merci à elle, qui lui a dit qu'elle le reconnaissait là-dedans. Et j'ai envie de partager ça aussi pour montrer l'importance de la reconnaissance autistique le plus tôt possible. Après, mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que ce soit l'autisme ou toutes les autres neuroatypies, plus c'est reconnu tôt, plus on peut aider la personne de la manière le plus ajustée possible, et moins ça fait des traumas par la suite. Je fais des scripts. Faire des scripts, ça consiste en répéter ce que je vais dire intérieurement, avant de le dire, avant de le faire, le visualiser. Ça me rassure beaucoup. Par exemple, avant de faire un trajet pour aller d'un point A à un point B, je vais visualiser tout le trajet dans ma tête. Il y a vraiment beaucoup de préparation et d'anticipation, et ça aussi, ça coûte beaucoup d'énergie. Mais ça se fait tout seul, en fait. C'est mon fonctionnement. Et c'est aussi pour pallier à tout ce que ça me fait, les imprévus, les stimulations sensorielles. Voilà, c'est vraiment rassurant pour mon fonctionnement de prévoir à l'avance. Ma connexion profonde avec les animaux et la nature en général, c'est vraiment en nature que je me sens le mieux, plus particulièrement dans la forêt. C'est là où je me sens le plus ressourcée. C'est comme si j'étais un arbre auquel on avait accroché toutes les branches ensemble et que quand je suis dans la nature, c'est comme si on m'enlevait le lien d'un coup et que je peux déployer toutes mes branches et être pleinement moi-même, et ça me fait vraiment vivre beaucoup de détente. La connexion avec les animaux, je me rends compte que maintenant c'est pas pour rien que je fais de la communication animale, particulièrement avec les chats, qui sont pour moi des bons gros neuroatypiques de l'espèce animale, parce qu'ils sont hypersensibles, ils captent tout, ils ressentent tout, on peut pas les toucher facilement, il faut vraiment qu'ils le veuillent. Ils peuvent être méfiants, ils aiment beaucoup la solitude, ils sont souvent pas très aimés, en tout cas moi j'ai remarqué ça, donc voilà, j'aime bien le parallèle. Et quand j'étais petite, je parlais aux arbres et je pensais que tout le monde faisait ça. Et je me souviens que j'adorais taper dessus à répétition. Et maintenant, je fais ça sur un tambour chamanique. Et puis, j'adorais dessiner des symboles dessus avec ma salive. Et je pouvais rester des heures toute seule à jouer avec une brindille d'herbe sans m'ennuyer, ou à contempler la beauté de la nature qui m'entourait, à regarder les micro-détails, les insectes, les feuilles. J'étais hyper calme et autosuffisante. On pouvait me poser à un endroit, je bougeais pas. J'ai une phobie intense du téléphone. Ça me panique complètement parce qu'en fait, ça vient casser ma routine, quoi. Ça me perturbe quand on m'appelle sans prévenir, quoi. C'est hyper intense l'effet que ça me fait. Même si c'est une personne que j'aime de tout mon cœur, j'ai rien contre elle. C'est vraiment comme ça que je le vis en moi. Et c'est pareil avec le fait de venir sonner chez moi sans prévenir, quoi. C'est vraiment l'angoisse. Je stresse toujours avant d'aller dans un nouveau lieu avec des nouveaux gens. Si je suis dans un nouveau lieu, j'aime bien faire tout le tour, absolument tout regarder, tout scanner, tous les petits détails. C'est ma passion. Je mange très souvent les mêmes aliments et j'ai une grande sensibilité aux textures de ce que je mange. Et ça n'empêche pas que j'aime bien découvrir de nouveaux plats. C'est pour montrer aussi que c'est pas tout blanc ou tout noir. J'ai des émotions hyper intenses. Quand je suis joyeuse, c'est vraiment à fond. Quand je suis triste, c'est vraiment à fond. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. J'ai la pensée en arborescence. C'est vraiment la pensée qui va partir dans 150 directions à la minute, très vite, très loin. Et ça, c'est pas forcément évident à cadrer. Et en même temps, ça fait beaucoup de créativité, d'associations d'idées qui peuvent être utiles pour l'innovation, la création. Je suis sujette aux insomnies et aux troubles du sommeil. Je suis sujette à l'hyperfixation, donc quand quelque chose m'intéresse ou quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'arrive pas à faire autre chose, même si c'est pas la priorité. Si mon cerveau il a décidé que c'était ça sa priorité, voilà, j'ai pas le choix et ça peut même m'empêcher de dormir. Et quand il y a une tâche que je dois faire mais qui m'enchante pas du tout, je vais perdre beaucoup d'énergie à y penser avant et à stresser. Et en fait, quand j'y suis, en 10 minutes, c'est plié et je me rends compte que c'est l'anticipation qui est la pire en fait. Et je vis ça notamment avec l'administratif, quoi. C'est très intense.
J'ai un trouble des fonctions exécutives. Donc, qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? C'est ce qui permet de s'adapter à des situations nouvelles, de planifier et d'organiser des actions, de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir de la flexibilité mentale s'il faut changer de comportement parce qu'il y a un changement extérieur, alors qu'on est parti dans une tâche, par exemple. Je me suis rendu compte que pour moi, c'était difficile. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est impossible, mais ça me coûte beaucoup d'énergie. C'est ça aussi qui est commun souvent chez les personnes neuroatypiques, c'est que c'est pas qu'on n'est pas capable de faire les choses, c'est que ça va coûter beaucoup plus d'énergie que pour une personne neurotypique. Mais c'est invisible en fait, tout ce que ça nous coûte. Du coup, c'est là qu'on peut être jugé ou incompris et aussi avec soi-même vivre beaucoup, beaucoup de culpabilité et se dire mais c'est quoi le problème avec moi? Enfin vraiment, c'est pas compliqué, pourquoi j'y arrive pas? Reconnecter avec sa neuroatypie, ça peut vraiment permettre beaucoup plus de compréhension et de compassion avec soi-même. J'ai parlé très tôt avec un langage hyper soutenu qui impressionnait tous les adultes autour de moi. Et je suis mondialement connue dans ma famille pour ça. C'est quelque chose dont j'entends parler depuis toujours. Quand je raconte quelque chose qui me passionne, je parle beaucoup, je donne beaucoup de détails, souvent inutiles aux yeux des autres. J'ai appris à essayer de faire plus synthétique, mais ça me demande des efforts considérables. Et pareil, quand je parle de ce que je vis, de ce que je ressens, je vais donner beaucoup de détails parce que ça me rassure. J'ai vraiment envie de me sentir comprise, que ce soit aligné exactement avec ce que je ressens à l'intérieur, mais ça marche pas forcément. C'est pour ça que j'aime de tout mon cœur la CNV et la maïeusthésie, parce que ça permet d'être vraiment dans une écoute au plus proche de ce qui se vit pour chaque être. J'attrape tous les accents involontairement. Quand je baigne dans un milieu sonore, je l'absorbe. Je fais pas exprès du tout. Et ça peut être pris comme de la moquerie. Je suis empathe, j'ai des capacités médiumniques et des capacités de guérison. C'est à double tranchant, encore une fois. Mon hypersensibilité et mon hyper-empathie émotionnelle, elles vont m'aider à bien accompagner, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier d'ailleurs, c'est pas pour rien. Et le fait que ce soit cadré dans un temps donné, dans une séance, ça va être très facilitant pour moi de mettre ces capacités en action, au service. Alors que l'autre face, c'est que dans un groupe où il n'y a pas de cadre défini, où chaque personne parle en même temps, où il y a un brassage d'émotions, et là tout de suite c'est hyper coûteux, hyper énergivore pour moi. J'ai longtemps eu la sensation de ne pas avoir de peau et de ressentir toutes les douleurs des gens. Alors quel bonheur et quel changement ce fut quand j'ai commencé à me former aux techniques de soins énergétiques et surtout quand j'ai commencé à apprendre, notamment avec le Qigong Liaofa, toutes les techniques de protection, d'ancrage, de nettoyage. Ma vie a changé. C'était la délivrance. J'ai un grand besoin d'ordre et que chaque chose soit à sa place. Sinon, je suis pas bien, surtout chez moi. Parce qu'en fait, c'est mon espace, c'est là où j'ai le plus de contrôle, donc ça me fait vraiment du bien de pouvoir le vivre à fond et faire comme je veux chez moi, ça me soulage. Les personnes qui viennent chez moi peuvent en témoigner, les objets sont toujours à la même place. Tout est toujours bien rangé, bien organisé. J'ai un grand besoin de repères et de régularité de manière générale. Et un bon exemple aussi en lien avec les repères et le confort, c'est que j'ai du mal à dormir ailleurs que dans mon lit, avec mon confort et mes repères habituels. Et j'ai aussi beaucoup de mal à dormir avec quelqu'un. C'est vraiment pour moi une science inconnue en fait. Les gens qui arrivent à dormir avec d'autres gens sans que ça les dérange, je sais pas comment ils font. J'aime beaucoup aligner les objets, tourner tous les produits dans le frigo ou dans les placards pour qu'on voit les étiquettes par exemple, et empiler les fruits. Et je me rends même pas compte que je le fais, surtout l'alignement des objets, parce que je vais faire ça automatiquement et voilà, ça me détend, ça me fait du bien. J'ai besoin que les infos soient explicites et claires. Si quelqu'un veut quelque chose, j'ai besoin que ce soit dit en fait. C'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est que j'ai une hyper-empathie, une hypersensibilité, donc je vais sentir beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas forcément dire que pour moi, les intentions sont claires en fait. Parce qu'entre les ressentis et le fait que la personne va clairement le poser et l'affirmer, pour moi, il y a un monde. Et l'exemple du second degré aussi, c'est pas du tout ma première langue, le second degré. Donc ça encore, c'est de la suradaptation. Avant, je comprenais pas, et ça m'arrive encore plein de fois de me faire avoir.
où je me rends compte que, ah oui, en fait, la personne, là, c'était une blague, ou là, c'était du second degré, ou... Je vois que je suis souvent persuadée que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est forcément vrai et honnête, et qu'il y a forcément un fond de vérité, en fait. Avec les années et l'adaptation, je me suis améliorée pour repérer un peu plus tout ça. Mais en fait, ça me demande un effort mental, en fait, un effort invisible. J'ai envie de parler des intérêts spécifiques aussi, qui sont un peu comme des passions chez les personnes autistes. Pour moi, le mot passion, il n'est pas totalement ajusté. Avant, on disait intérêt restreint, en tout cas dans mes études de psycho, et je trouve ça assez pathologisant en fait, assez jugeant. Alors que intérêt spécifique, pour moi, ça désigne mieux ma manière de le vivre. Pour moi, c'est même au-delà d'une simple passion, c'est une manière d'être au monde en fait. Pour vous donner quelques exemples de mes intérêts spécifiques, il y a le développement personnel, le tatouage, les pierres, l'application Vinted, l'autisme et la neuroatypie en général, Aurora, la chanteuse, et la collection de romans L'Assassin Royal. Et rien que d'en parler, j'ai le smile. Voilà, c'est des sujets sur lesquels je peux passer des heures, toute ma vie. C'est vraiment hyper intense. Un intérêt spécifique, c'est plus qu'une passion parce qu'il y a le côté il faut toujours en avoir un pour se faire du bien en fait. Ça veut pas dire que c'est toujours le même de la naissance jusqu'à la mort et que on peut pas en changer, au contraire, on peut en avoir plein des différents, on peut en avoir un à un moment qui va disparaître pendant plusieurs années et réapparaître plus tard. Et ça peut être sur tous les sujets possibles et imaginables. Ça peut être sur des choses très précises comme sur des choses plus larges. Et je disais que pour moi, c'est une manière d'être au monde aussi, parce que c'est une manière d'être passionnel, d'être vraiment à fond, de collectionner des infos et des objets sur ces thèmes qui nous intéressent, de s'enthousiasmer très vite et très fort. Et je trouve que c'est aussi une manière de survivre dans ce monde qui nous paraît très flou et chaotique. Ça va permettre de gérer son anxiété, ça va donner des repères. Les intérêts spécifiques, c'est des choses qui sont toujours là et qui seront toujours là et dans lesquelles on peut se plonger à volonté. C'est vraiment un espace de rassurance, de cocooning et de contrôle. Et c'est aussi un outil de communication pour entrer en lien avec les autres. Ça permet d'être un sujet de conversation. C'est des sujets sur lesquels je suis hyper renseignée, hyper calée. Donc c'est très facile pour moi d'en parler. Donc par exemple, dans une soirée où je vais pas connaître grand monde et où je vais me sentir mal à l'aise et stimulée sensoriellement et vite fatiguée, de pouvoir parler des choses qui me font vibrer comme mes intérêts spécifiques, c'est une super manière pour moi d'être en lien et de me détendre. J'adore revoir les mêmes séries et les mêmes films beaucoup de fois. Et écouter les mêmes chansons aussi. Et je vais vraiment toujours préférer revoir un film ou une série que d'en découvrir un nouveau ou une nouvelle. J'ai aussi envie de parler des stims, les stimulations sensorielles. Ça, c'est hyper important et pour tous les êtres humains, quel que soit notre fonctionnement, mais en particulier chez les personnes neuroatypiques. Et en fait, les stims, ça peut être des mouvements, des sons, des visuels, voilà, plein de choses qui vont apaiser et détendre. Donc moi par exemple, mon plus vieux stim, c'est de faire un enchaînement de mouvements avec mes doigts, où je vais toucher mes bouts de doigts dans un certain ordre parce que j'aime bien la texture de l'ongle, de la peau. C'est vraiment toute une chorégraphie qui est toujours la même et qui va me recentrer, me rassurer, me concentrer. Chanter en boucle aussi, surtout quand je suis chez moi, je vais beaucoup chanter en boucle et ça c'est une manière de stimer. Le shaking, le fait de secouer mon corps, mes bras, mes mains, ça me fait beaucoup de bien, ça me relâche ma tension intérieure qui peut monter très vite. C'est pour ça que j'adore le Qigong d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de stimulations sensorielles qui sont acceptées socialement dans le Qigong qui vont me faire du bien. Me balancer quand je suis assise, alors ça j'ai vachement appris à le masquer. Et ces derniers temps, j'essaye de m'autoriser un peu plus à le faire, surtout quand je suis avec d'autres amis neuroatypiques avec qui je me sens vraiment en confiance. J'aime beaucoup les steam toys aussi, comme par exemple les balles anti-stress qui sont remplies d'eau, de paillettes, d'Orbeez qui sont des billes d'eau. Et j'adore l'ASMR visuel. J'adore, ça me fait un bien incroyable. J'ai jamais été à l'aise avec le fait de faire des câlins, de serrer les gens dans les bras. Je n'en faisais littéralement jamais avec personne avant 2015. Je me souviens d'une personne qui m'a
littéralement coachée pour que je me détende quand on me faisait des câlins et que je me relâche. Je parle de serrer les gens dans les bras avec des amis, hein. Pour moi, c'était différent dans mes relations amoureuses où là, j'étais à l'aise de le faire. Donc j'ai commencé à apprécier et à m'habituer et maintenant, j'aime en faire avec les gens de qui je me sens proche et en confiance. Mais de base, je suis hyper mal à l'aise avec ça. J'ai envie de partager des phrases que j'ai souvent entendues. Le fait que je dise ce que je pense, je suis honnête, je suis spontanée, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est une encyclopédie celle-là. Ou encore, toi on peut pas te ranger dans une case. Ah, ça j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi j'aimais beaucoup cette phrase à l'époque où je savais pas encore pleinement qui j'étais. Je me sentais vue en fait quand j'entendais ça. La phrase aussi, toi t'es dans ton monde. J'ai énormément appris à faire le caméléon, à masquer et à m'adapter pour me sentir intégrée. J'avais, et j'ai encore un peu, mais ça s'est amélioré, énormément de mal à parler de moi, à me sentir pleinement écoutée et comprise. J'ai toujours eu plutôt le rôle et la posture de celle qui écoute. Mais encore une fois, ces dernières années, ça s'est amélioré. Aussi parce que j'ai rencontré la CNV, des gens formés à l'écoute empathique et que j'ai vraiment pu et donner et recevoir en toute équité et ça fait du bien. J'ai un sentiment d'illégitimité qui m'habite depuis toujours, une forte tendance à la dépréciation et une sensibilité exacerbée au rejet. Et ça, je sais que c'est vraiment lié au fait d'avoir grandi sans être reconnue dans mon fonctionnement. J'ai fait plusieurs fois des grosses dépressions avec des pensées suicidaires, avec vraiment l'envie très forte de rentrer à la maison, qu'on me sorte de là, vraiment, qu'on me sorte de là, la souffrance intense d'être sur Terre. J'ai subi des violences dès la maternelle, que ce soit de la violence physique au harcèlement, à la moquerie. J'allais dire à la simple moquerie, mais bon, les moqueries à répétition, ça pèse sur l'estime de soi. J'ai beaucoup fait, et j'en fais encore, mais pareil, ces dernières années, ça va mieux parce que je me comprends mieux et je peux plus prendre soin de moi. Mais j'ai beaucoup fait des grosses crises d'angoisse, de tétanie, ce qu'on appelle des meltdowns, des crises de saturation sensorielle et émotionnelle très très fortes. J'en faisais surtout quand je rentrais chez moi et il fallait surtout pas me toucher. La synesthésie, c'est quand plusieurs sens se mélangent, du genre voir les lettres en couleur, voir la musique, sentir des odeurs en même temps qu'on entend un son. Ça se retrouve souvent chez les neuroatypiques. Et moi, quand j'étais petite, pour vous donner un exemple, le A était rouge et le I était jaune. Et ça m'a aidée à apprendre à lire et à écrire. Les artistes que j'aime le plus sont autistes et ou neuroatypiques, avec d'autres neuroatypies. Les gens les plus proches de moi sont autistes et ou d'autres neuroatypies. Et ça fait des relations très fortes, très loyales, avec beaucoup de soutien, de compréhension profonde, d'amour. La sensation d'avoir une famille de cœur, et c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène dans ma vie. Donc, si vous en faites partie et que vous écoutez cet épisode, que vous vous reconnaissez, merci d'exister, merci d'être là, merci d'être dans ma vie. Je suis constamment en train de m'auto-observer. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, comment je le dis, et ça me prend beaucoup d'énergie. Il n'y a que quand je suis seule que j'ai l'impression de ne plus travailler. C'est vraiment le bon mot, travailler. Quand je suis seule, j'ai enfin la sensation de pouvoir me reposer, me relâcher et d'être pleinement moi-même. Et que cette hyper-vigilance tournée vers moi, elle se calme en fait. Et ça me fait un bien énorme. D'où l'importance, quand on est dans mon cas, quand on a un fonctionnement neuroatypique, d'avoir des moments de solitude au maximum pour se ressourcer. C'est vital. L'interoception, je sens très fort les moindres signaux et sensations de mon corps, à l'intérieur de mon corps. À l'inverse, la proprioception, le fait de percevoir son corps dans l'espace, de pouvoir jauger les distances, tous les trucs comme ça, pour moi c'est beaucoup plus dur. Je déteste le small talk. Ça m'ennuie, ça me fatigue, je décroche et je préfère largement parler de choses profondes, existentielles, passionnantes et aussi de choses légères et aussi de rigoler, de se détendre. En fait, j'aime l'amplitude de sujets de conversation possibles et pouvoir passer de l'un à l'autre et pas juste rester en surface, vraiment, ça m'insupporte.
Je sens tout, je sais quand quelqu'un ment. Voilà. On ne peut pas me mentir, ça n'est pas possible. Je suis comme un extracteur de jus, mais avec la vérité. Voilà. J'ai une extrême sensibilité à l'injustice, un grand besoin d'égalité, d'inclusivité, de prendre soin de la vie, de paix, d'harmonie, des valeurs spirituelles très fortes, très présentes dans ma vie. J'ai grandi en apprenant constamment à me tourner vers l'extérieur pour savoir si ce que je fais est bien ou mal, à attendre un retour, une validation, à mettre beaucoup d'énergie pour pas gêner autrui, pour anticiper les réactions des gens, qu'est-ce que ça peut leur faire. Quand j'étais petite, pour moi, les humains, ils étaient pas clairs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis tout ça en place. Pour moi, les règles de communication, elles sont pas du tout évidentes. Et c'est pour ça que la CNV, ça a vraiment été une révélation dans ma vie, parce que ça m'a permis de reconnaître mes émotions, de pouvoir trouver les mots pour parler de ce que je ressens, de pouvoir accueillir pleinement ce que l'autre ressent et mettre les bons mots dessus, de pouvoir échanger, dialoguer avec authenticité, bienveillance et clarté, vraiment les 3 choses importantes. Moi qui avais beaucoup tendance à être plutôt dans la bienveillance, mais sans aucune bienveillance et considération pour moi-même, et du coup avec un manque d'authenticité, j'ai appris à rééquilibrer tout ça grâce à la CNV. Voilà, ça m'a appris à me relier à mes besoins, aux besoins des autres, aux besoins humains en fait qu'on a tous et toutes, et c'est là où on a le plus de chances de se retrouver et de résoudre les conflits. Ça c'est tellement précieux. Ça m'a appris à faire des demandes claires aussi, à m'affirmer. Pour mon cerveau autiste, c'est la réponse de la vie. C'est le mode d'emploi du fonctionnement humain que j'avais cherché toute ma vie, sans même savoir que je le cherchais. On m'apprécie souvent pour ma grande ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire que je suis exempte de tout jugement, hein. J'ai grandi dans ce monde, comme tout le monde, mais plusieurs personnes proches m'ont dit que j'avais une grande capacité d'accueil et de compréhension, que je pouvais vraiment tout entendre, et que IL me partageait et me racontait des choses que IL ne racontait pas à tout le monde. J'aime beaucoup passer du temps avec mes proches sans forcément parler. Pour moi, passer du temps ensemble, en silence, en étant chacun dans notre bulle à faire nos activités, c'est une manière de passer du temps de qualité avec les autres et de leur exprimer mon amour. Dès que j'ai essayé de faire un travail classique, j'ai fait un burn-out. Et depuis que j'ai fini mes études, j'ai pu avoir beaucoup plus le privilège, vraiment, parce que c'est un privilège, de pouvoir adapter ma vie à mes besoins en étant en auto-entreprise. Du coup, ça rejoint vraiment mes besoins de liberté, de repos, de rechargement, de prendre soin, que ce soit prendre soin de moi et aussi des autres, vu que c'est mon métier. J'ai intérêt d'autant plus à m'écouter et à me comprendre. Parce que ça marche dans les 2 sens. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc voilà tout ce que j'avais envie de partager sur comment ça s'exprime dans ma vie, ma neuroatypie. La liste pourrait encore être très longue, je pense, parce que c'est dur de résumer 30 ans en un seul épisode. C'était pour vous donner un gros aperçu de ce que ça peut être et pour apporter du soutien aux personnes pour qui ça peut résonner, si ça peut vous aider à vous sentir moins seul. Alors c'est vraiment un cadeau pour moi parce que je sais à quel point ça fait du bien de se sentir moins seul, de sentir qu'on est ensemble, qu'on peut se comprendre, se soutenir. Je suis autiste et HP et c'est pas une maladie parce que ça se guérit pas, c'est juste un fonctionnement. Et j'ai envie de dire que non, on n'est pas tous un peu autistes, comme j'ai pu l'entendre. Dire ça, c'est comme dire on est tous un peu dyslexiques. C'est faux. Moi, je suis pas dyslexique, par exemple. C'est pas ajusté et c'est invalidant pour les personnes qui ont ce fonctionnement et les difficultés associées. La société, elle est construite sur certaines normes de fonctionnement, et si t'as le malheur de pas rentrer dedans, on te fait comprendre que quelque chose ne va pas avec toi. Eh bien, à travers ce témoignage et cet épisode, j'ai envie de dire que non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas juste un truc qui est la norme absolue et la seule qui est valide. Il y a la neurodiversité et ça, c'est hyper important. Donc si tu m'écoutes et que tu te reconnais dans la neuroatypie, sache que tu es très bien comme tu es. Tu es comme tu es et tout va bien avec toi. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que tu rencontres pas des difficultés. Ça veut dire que intrinsèquement, tu es très bien comme tu es. Et il est temps que l'adaptation, elle se fasse pas que dans un sens. Toi aussi, tu mérites qu'on t'écoute, qu'on prenne soin de toi
et qu'on te valide dans ce que tu ressens et dans ce que tu vis. Un monde où la neurodiversité est acceptée et valorisée, c'est un monde où chaque personne peut vivre en étant elle-même. Et à mes yeux, c'est un monde beaucoup plus vivant, diversifié, créatif et novateur. Et c'est l'avenir de l'humanité. Voilà, je vais finir là-dessus. N'hésite pas à me partager tes retours si tu en as. Et merci de m'avoir écouté.